Bonjour à tous, merci de suivre ce live avec nous. On va parler de voyages, d'anecdotes et aussi un petit peu de l'Erasmus. Je vous remercie du coup de suivre ce bon moment ensemble. On va passer du coup aux présentations. Donc, présente-toi déjà, peut-être, la politesse avant. Alors, moi je m'appelle Tyler, je suis en master audiovisuel à Lyon 3. Et je serai présentatrice avec mon collègue Mathieu, aussi en master audiovisuel à Lyon 3. Déjà, avant de commencer, j'aimerais quand même faire une grosse bise à Lorraine, à Nathan, qui sont en régie, à Thomas, qui n'est pas là, qui devait faire la modération, et à Lucas Chevalier, que j'embrasse, bisous, ainsi que notre invité. Donc moi, je vous présente Doudou Keles, coordinatrice des relations internationales de l'ONU pour l'association Le COGEP. Merci d'être là, merci de prendre de ce temps pour répondre à la question. C'est sympa. En plus, elle vient de loin. De très loin. Du coup, je vais te laisser présenter un petit peu ce qu'on va voir, ce qu'on va faire pendant ce live. Donc on va parler de ton association, le COGEP International, on va parler de voyages, on va parler d'anecdotes, on va parler de pays à l'étranger, de liens culturels internationaux. Et toutes les façons en fait de voyager, toutes les aides qui sont un peu disponibles pour faire tous ces voyages pour les étudiants. Si vous avez moins de 30 ans, enfin vous allez voir, ça va être super sympa et ça va être super cool. Du coup, Doudou, raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour le COGEP, explique-nous un petit peu ton travail. Sans être trop longue. Tu peux prendre ton temps. D'accord. Je m'appelle Doudou, je suis née en Savoie, à Albertville, donc très très loin, comme tu as dit. J'ai fait un master d'histoire, de recherche en histoire moderne appliquée. Et pendant mes études, j'ai été très très active dans plein d'associations différentes. Et c'est ce qui m'a permis de trouver, entre guillemets, ma vocation. Et de fil en aiguille, à force de travailler pour les associations, d'être bénévole constamment, je me suis fait un petit réseau de personnes qui aussi étaient militants, mais déjà depuis de très très longues années. Et ils m'ont formée pour que je puisse devenir coordinatrice des relations internationales pour cette association, le COGEP International, à l'ONU, en fait. C'est comme ça que je les ai connus. C'est en participant à plein d'événements, en étant très active et finalement, mon networking, il a énormément grossi, et ça m'a permis d'avoir une proposition sans vraiment chercher de travail à l'époque. Et du coup, tu es bénévole, c'est ça ? J'ai été professionnelle. Maintenant, depuis la crise du Covid, comme tout est passé en télétravail, je suis bénévole. Et je continue à travailler pour toutes ces associations qui me tiennent vraiment à cœur, de façon bénévole ou professionnelle parfois. Mais c'est vraiment pas ce qui me donne envie de travailler. C'est vraiment le fait d'être vraiment à fond dans ma vocation qui me permet surtout d'être motivée au quotidien. C'est pas du tout une question d'argent. D'accord. Et du coup, le COGEP, qu'est-ce qu'ils font en fait exactement ? Le COGEP, c'est une organisation qui a beaucoup évolué. Donc à l'époque, où je pense j'étais à peine née, elle existait déjà. Donc ce qu'ils faisaient, c'était... alors ça part d'une idée de personnes de la communauté turque qui se posent des questions et qui se disent comment on peut amener le dialogue entre les cultures, comment on peut faire en sorte que les minorités de plein de cultures différentes se sentent mieux acceptées, et surtout prennent part au débat politique, que ce soit à l'échelle municipale ou ailleurs. Et du coup, en fait, au début, ce n'était que ça, entre guillemets. Donc ça incitait beaucoup les citoyens d'origines différentes à venir entamer le dialogue, les choses comme ça, pour faire des activités ensemble, mieux se connaître. Je suis désolée, je bégaye, mais pas de souci. Prends ton temps. C'est mon premier live Twitch. Non, mais on est que tous les trois, de toute façon. Voilà. T'inquiète pas, vraiment, tu débrouilles très bien. Merci. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, on est passé d'une ONG qui faisait vraiment qu'un travail national en France pour les droits civiques des citoyens issus de minorités à aujourd'hui un vrai lobbying en faveur des droits de l'homme, parce ils se sont rendus compte, moi j'étais à peine née comme je l'ai dit, que de faire
que de travailler à l'échelle nationale. Ça ne suffisait pas. Clairement, il fallait créer des ponts entre les États pour qu'à l'échelle directement nationale et à plus petite échelle municipale, tout le monde se sente bien, en fait. Il suffisait pas de créer les ponts entre les gens, entre les citoyens. Fallait vraiment, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment créer des ponts entre les États, entre les institutions internationales, et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est ça que vous défendez à l'ONU, c'est ça? Oui, en fait, très concrètement, on fait du lobbying en faveur des droits de l'homme en écrivant des rapports, en participant aux groupes de travail. Moi, je prends souvent la parole au Conseil des droits de l'homme. On organise des conférences en parallèle du Conseil des droits de l'homme pour attirer l'attention sur des sujets d'atteinte justement aux droits de l'homme qui nous tiennent énormément à cœur. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'on ne travaille pas du tout juste à l'ONU. On est aussi accrédité au Conseil de l'Europe, à la Commission européenne, à l'UNESCO, et dans tous ces endroits-là, dans toutes ces structures-là, on a des bénévoles qui font le même travail que moi. Moi, j'aurais une question, c'est que l'intention de ton association est super louable et tout, c'est super intéressant, mais comment tu peux, avec vos intentions de départ, genre toquer à la porte de l'ONU, l'UNESCO et tout, et comment tu fais pour y rentrer? C'est un travail de titan. Il faut savoir que dans ces structures internationales, il y a des systèmes d'accréditation qui sont hyper sélectifs, vraiment. Et du coup, il faut remplir des dossiers monstrueux. Il faut vraiment connaître surtout la procédure pour que déjà le dossier soit vu, entre guillemets. Et une fois qu'on connaît la procédure, qu'on a rassemblé tous les documents, en fait, on le renvoie directement sur le site internet. C'est pas aussi sorcier que ça, enfin ça se fait, c'est pas si inaccessible qu'on peut le penser. Après, il y a 6 mois d'attente, il me semble, pour voir si c'est possible ou non. Si c'est possible ou non, pour voir si les statuts conviennent à ce que l'ONU ou une autre structure défend. Et dans ce cas-là, si vos statuts et votre idéologie de base convient à ce que l'ONU ou ailleurs défendent, là, dans ce cas-là, vous êtes accepté. D'accord. Okay. On vous donne un statut consultatif. Et il porte très bien son nom, en fait, dans le sens où nous, on ne prend pas part directement aux décisions, mais d'une façon, en nous donnant la voix dans ces structures-là, ça leur permet de consulter des gens qui sont directement sur le terrain, en général. Parce que moi, je suis d'une part dans les instances internationales, mais je suis beaucoup surtout sur le terrain, en fait. Ouais, justement, en parlant de terrain, je voulais parler d'un voyage que j'ai fait grâce à toi, qu'on a fait ensemble, et en Turquie. Et je voulais justement que tu en parles un petit peu, parce que du coup, c'est totalement tes missions, en fait. Peut-être précise où en Turquie? C'est intéressant. C'est vrai qu'on est parti à Istanbul, on est parti 10 jours, je crois. Oui. Quelque chose dans ce style-là, donc grâce à ton association. Et je voudrais que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce voyage a été fait, pourquoi les étudiants, que tu nous racontes un petit peu, même si je l'ai vécu, que tu les racontes un petit peu tout ça, quoi. Très techniquement, la Commission européenne permet à des structures qu'ils appellent leaders de donner, ils accordent à ces structures leaders des budgets pour qu'ils puissent organiser des projets Erasmus+, des échanges entre pays. Ça rentre vraiment, vous savez, dans la philosophie de créer des ponts. Parce que la Turquie, dans les médias, on peut trouver plein de choses dessus, que ce soit du très bien au très mauvais, que ce soit complètement fake news ou plus ou moins fondé, on trouve de tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment très difficile, je trouve, de faire la part des choses quand on n'est jamais allé sur place, en fait. C'est vrai. Et le fait de proposer ça aux étudiants, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils sont en train de se former, ils sont jeunes, moins de 30 ans en général, ils sont en train de se former, ils sont en train de se chercher, et le fait de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres mondes, à d'autres civilisations, finalement, ça peut être que formateur, en fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que je me souviens de ce voyage, on était 10 filles, et on est allé dans plusieurs associations que tu nous as montrées, qu'on a pu suivre un petit peu, justement voir à quel point la Turquie était un pays développé et pas loin de ce qu'on voit dans les médias, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que tu pourrais nous raconter un petit peu les associations qu'on a vues qui étaient plutôt chouettes, franchement. Oui, en fait, le but de cette organisation, c'était pas juste de faire du tourisme, de visiter des beaux lieux et puis de s'en aller, en fait. Parce qu'on s'est dit, les gens qui viennent, en général, c'est ce qu'ils font. Ils font du tourisme, ils voient les monuments les plus importants à Istanbul, en général. Ils mangent bien, en général. Très, très, très bon. Et après, ils rentrent chez eux. Sauf qu'entre-temps, ils ont
pas eu de contact très concrètement avec la population turque. Et nous, ce qu'on a voulu créer, encore une fois, c'est un dialogue entre les étudiants qui arrivent de France et qui ne connaissent pas du tout la Turquie ni Istanbul, ou juste de nom, ou juste, voilà, d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est allé, donc, déjà, de base, on a sélectionné 10 jeunes étudiantes. On a dormi... Dont Tyler. Voilà, dont Tyler, qui a fait partie de nous. On a dormi dans une espèce de résidence cruise, mais à la turque. Donc on n'était pas dans un hôtel, on était vraiment dans le vif du sujet, quoi. On a avec mangé. Plein d'étudiantes. Voilà, plein d'étudiantes. Faut savoir que c'est un peu différent. Je sais pas si ça t'a choqué, toi, quand on est arrivé dans la résidence et que t'as vu que des femmes. Si, ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude. Moi. Après, j'ai l'impression que c'était un petit peu plus jeune que nous. Oui. Et puis j'ai compris que c'était aussi parce que, justement, parce qu'elles étaient plus jeunes, qu'elles allaient souvent dans une grande ville alors qu'elles venaient des provinces ou autres. Voilà. Du coup, ça permettait que les familles soient rassurées, qu'elles sachent qu'elles étaient dans un bel endroit. Et pour le coup, c'était extrêmement sécurisé. Je me souviens, le gros portail, les filles barbelées aussi. Même si, en vrai, c'était magnifique comme endroit, c'était immense. Et c'était très luxueux, je me souviens. Enfin, moi, j'aurais adoré être là-bas. En plus, on était 3 par chambre, je crois. Oui. Et être là-bas pour étudier. Les salles d'études, elles étaient trop... Enfin, c'était génial. Le réfectoire, il était cool. Un réfectoire, un self. Des chats. Des chats. Un chat. Partout, des chats. J'ai vu ça aussi. C'est des chats partout, donc ceux qui sont allergiques, c'est un peu difficile. Peut-être rappeler quand vous êtes partis, à quelle période de l'année? On est parti en octobre, je crois, pour les vacances d'octobre. C'est ça. Je me souviens. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'était du coup justement de voir la culture turque, de voir du coup des personnes qui habitent là-bas et qui se battent pour faire évoluer leur pays, comme nous on se bat en France, hein, c'est pareil partout. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré du coup voir justement l'association qui lutte contre la drogue. Mais surtout l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes, si je me souviens bien. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Et ces personnes-là, elles m'ont marquée parce que c'est les mêmes combats pour le coup. C'est ça. Et mais ce qu'elles mettaient en place, contre parfois avec l'aide du gouvernement, mais contre certaines personnes, c'était assez magique. Et ça aide à comprendre que c'est un endroit où il est totalement plaisant de vivre, quoi. De vivre, oui. Moi, ça me touche que tu dises que c'est le même combat. Parce qu'en fait, justement, c'est exactement l'effet qu'on veut produire. On veut se dire, fondamentalement, on est des humains et tout ce qu'on veut, c'est partout pareil, en fait. On peut parler des langues différentes, on peut manger kebab et pas couscous, mais fondamentalement, en tant qu'être humain, c'est ce qu'on veut. C'est souvent la même chose, en fait. Totalement. Ouais. Non, mais je pense que le voyage a eu l'effet qui est escompté, en tout cas. Je pense aussi. Et puis en plus, vu qu'on était que des femmes, c'était assez... ça marchait encore plus. Il faut savoir que de base, le fait que ce soit que des femmes, c'était pas du tout prémédité. Je me souviens. En fait, on m'a pas demandé de sélectionner que des femmes, mais vu que c'était moi qui m'occupais de la sélection et que je voyais les profils défiler, je me suis dit, on n'a pas forcément beaucoup d'accompagnants. Donc si on fait deux structures différentes, c'est-à-dire une où il y a que les femmes et une où il y a que les hommes, et que nous les femmes on peut pas se rendre à celui où il y a les hommes, l'un de l'autre groupe, l'un ou l'autre, se serait senti un peu délaissé en fait. Et je me suis dit, autant prendre que des femmes, être sûre de pouvoir rester avec eux à 100% du temps pour traduire même les dialogues, vous savez, parce que dans la résidence, on a beaucoup parlé avec les jeunes femmes qui étudiaient là-bas. Et je me suis dit, au moins je serai toujours avec elles et elles auront un vrai soutien psychologique si nécessaire. Et pour tout le reste aussi, pour la vie de tous les jours. Pour les taxis, tout simplement. Voilà. Pour pas se retrouver perdu en plein milieu d'Istanbul. C'est ça. Et du coup, finalement, on s'est fait une belle équipe de choc avec des filles sur lesquelles on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et franchement... Elles avaient toute l'habitude de voyager. Ouais, qui avaient toute l'habitude de voyager, qui aimaient ça, qui étaient intéressées, qui posaient des questions. Et franchement, il y avait une énergie folle, quoi. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi en vrai, t'avais peur de faire 2 groupes? C'est un groupe homme, un groupe femme, et de pas être avec le groupe des hommes. Oui, pourquoi il y avait des groupes différents? Comme je l'ai dit, en Turquie, la mixité n'est pas envisagée comme en France. Du coup, en fait, et comme tu l'as bien exprimé, souvent, c'est des jeunes femmes qui arrivent de loin, de province, pour faire leurs études à Istanbul, et ça rassure vraiment les parents de savoir qu'elles vont pas être jetées comme ça en plein milieu d'Istanbul. C'est pas faire peur, ouais. C'est bien plus grand que... Istanbul, ça m'a l'air bien plus grand que Paris. Hein. Ah oui, c'est 2 fois. Ouais, niveau représentation, genre Istanbul, par rapport à Paris. C'est sur le continent, déjà.
Ouais, c'est vrai. C'est immense. C'est immense. C'est immense, c'est même pas comparable. C'est encore plus grand que Paris? Bien sûr, mais même 5 ou 6 fois, je pense. Hein. C'est même pas mesurable. Ouais. D'accord. C'est ça que je pense que... Et puis vraiment, je me souviens, je pense qu'il y en avait même qui étaient mineurs. C'est ça. Donc, mais je sais qu'ils font des dortoirs mixtes, ils font des dortoirs pour femmes, ils font des dortoirs pour hommes aussi. Oui. Et puis en plus, c'est comme le Crous, c'est une... Enfin, oui, conventionné par l'État. C'est ça, voilà. Mais je me souviens plus, on était allé les voir, je me souviens, mais je me souviens plus du nom de... C'était pas une association, c'était une organisation, je crois. Ceux qui luttent contre la drogue? Non, ceux qui nous ont hébergés. Ah, Tulgev. Oui, Tulgev, oui, voilà. Oui, en fait, c'est une association qui gère ces résidences, un peu comme le Crous, au nom de l'État. Ouais, et du coup, ça fait que... Ils font des bourses aussi, je me souviens, voilà, pour des étudier. Bourses et pour étudier, pour les élèves qui sont en difficulté, comme en France, en fait. Et, je suis sûr que c'est mieux fait qu'en France, je pense. S'il fallait comparer... Ils aident beaucoup, hein, je me rappelle. Un peu plus. Après, mais c'est une philosophie différente parce qu'il y avait des salles de prière, il y avait un self, il y avait une cafétéria et encore une fois, elles étaient contre femmes. Et ça donne une facilité de vie pour ces jeunes femmes parce que la plupart sont voilées, portent le voile. Et du coup, dans l'enceinte de la résidence, comme il n'y a aucun homme, elles peuvent être en short, en t-shirt, en pyjama. Et pour elles, c'est vraiment une vraie liberté, comme à la maison. C'est pour aussi pouvoir profiter de leur religion pleinement. Quoi. C'est ça, exactement. Sans avoir des problèmes. Voilà. C'est vrai que moi, je me souviens qu'ils disaient dans les haut-parleurs le matin, si jamais il y avait des hommes qui devaient, des techniciens, etc. Oui, c'est ça. Quand il y avait des techniciens qui arrivaient, c'est-à-dire des hommes pour réparer quelque chose ou pour livrer les commandes, voilà. Là, dans ce cas-là, il y avait une annonce dans le haut-parleur, des hommes sont là, faites attention pour celles qui veulent pas se montrer non voilées. Voilà. Parce que moi, ça me gênait pas du tout. Mais si, par exemple, on était voilé, là, elles prenaient ces mesures. Je me souviens que les femmes là-bas, les responsables, elles avaient vraiment le côté un peu maman. Oui, voilà. Mais pour le coup, grande sœur, maman. Je suis sûre qu'elles sont... Il y en a certaines qui étaient mineures. Parce que après... Oui. Du coup, on va continuer un petit peu. Parce que tu parlais d'Erasmus+, mais peut-être pour les gens qui nous regardent, parce qu'on parle entre nous, on sait à peu près ce que c'est. Il faudrait peut-être rappeler ce que c'est, je pense. Est-ce que tu peux le rappeler toi? Bien sûr, moi j'ai fait une petite fiche comme vous voyez. Très studieuse. C'est vrai qu'Erasmus+, on n'avait pas l'habitude que ça soit... Pour moi, c'était que des échanges universitaires. C'est pour ça que ça m'impressionne que y a aussi des associations qui peuvent avoir des aides de l'Union... Enfin, c'est quoi, de la Commission européenne. Pour créer ce genre d'événement. Sur ce, justement, j'enchaîne. Erasmus+, vous avez la définition. Donc, si vous êtes étudiant, stagiaire, moins de 30 ans, vous pouvez vous faire financer du coup des voyages à l'étranger. Des voyages, un voyage. Oui, des voyages, non, c'est vrai, un voyage, excusez-moi, pardon. Un stage. Voyage, stage, dans le but, de faire des actions, des activités dans le domaine de l'enseignement, la formation générale ou du sport. Par exemple, vous êtes en master audiovisuel, vous voulez faire un semestre d'études à l'étranger, vous êtes concerné. Et pareil, du coup, vous avez une aide pour le stage. En fait, vous avez un Erasmus qui est fait pour un échange universitaire, donc d'un semestre ou d'une année, et une aide de Erasmus+, pour un stage. On a le droit à deux fois. C'est exactement ce que je dis. Ouais, mais tu as dit. Et du coup, on va enchaîner sur... Tout ça, on l'a fait après, voilà, c'est un peu artisanal ce qu'on a fait. Du coup, j'avais une question, Doudou, à te poser. Justement, comment vous faites pour mettre un projet d'une telle envergure en place? Par exemple, comme le voyage, parce que ça va demander beaucoup de moyens. Beaucoup de logistique, beaucoup de moyens. Et en plus, c'est pas la première fois que vous le faites, non? Oui. Je crois que c'était la 3e fois que j'y participais. La première, je l'ai fait en tant qu'étudiante participante. Je ne l'ai pas fait en tant que bénévole actif dans l'association. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de connaître la structure et comment ce genre de voyage, d'organisation se prépare. Donc oui, j'avais beaucoup observé les choses et je me suis dit ça c'est cool en fait, vraiment on apprend plein de trucs de dingue qu'on pourrait pas connaître à l'école. Donc voyager, je trouve que c'est pas une option en fait, c'est vraiment quelque chose qui devrait limite être obligatoire dans la vie des étudiants. Ça fait évoluer quoi. C'est ça, mais d'une façon que l'école ne pourra jamais donner en fait. C'est parce que tout simplement on est sur place, on voit de nos propres yeux, ça te marque.
tu te fais des amis, tu goûtes à des plats. Tu sors de ta zone de confort. Voilà, tu sors de... Ouais, ça c'est plus important. Exactement. Puis mieux connaître les autres, en fait, les gens qui nous entourent au quotidien. Et nous, en fait, nous, je dis nous, mais mon organisme, le COJEP, travaille depuis relativement longtemps avec la Commission européenne. Et ce qui se passe, c'est que la Commission européenne, elle accorde des budgets si leurs projets sont correctement ficelés aux associations leaders. Et après, ces associations leaders, elles se mettent en relation avec des associations comme la nôtre, le COJEP, pour dire voilà, on aimerait bien organiser un échange entre des étudiants turcs et des étudiants français. Mais on ne le fait pas qu'en France, on fait aussi par exemple prochainement, on va aussi faire France, Afrique, Turquie, Afrique, donc ça va être encore plus intéressant. Mais c'est le Turgev qui nous avait contactés pour nous dire voilà, nous on a un groupe d'étudiants qui veulent venir découvrir la France. Est-ce que vous avez les moyens structurels de faire en sorte que les étudiants français viennent en Turquie faire un échange? Et comme on les avait, comme on a vraiment un public plutôt jeune, très simplement on a fait une annonce, on a demandé aux personnes de nous envoyer leur CV, ceux qui voulaient participer du moins, et moi j'ai sélectionné ceux qui... Parce que j'étais vraiment dans le rôle d'organisatrice et dans les dépôts des dossiers aussi. Il faut être très polyvalente quand on s'engage dans le bénévolat. Un peu administratif aussi. Voilà, c'est ça. Tu fais tout, hein. Jusqu'à guide touristique et traductrice. Ou chauffeur de taxi. Non, mais pour le coup, tout, c'est très important. Et t'avais fait... du coup, je sais que t'avais aussi eu d'autres voyages. Alors, il y en avait eu un à Lisbonne, je crois. Est-ce que c'était dans la même association? C'est très marrant parce que t'as mangé sur ma question, du coup. Désolée, excuse-moi. Oui, j'ai beaucoup voyagé parce qu'en fait, comme ces organisations internationales sont présentes dans énormément de pays, souvent quand le pays a la charge d'organiser quelque chose, nous, on a des budgets pour pouvoir y aller, en fait. Participer, et comme de la même façon que pendant le Conseil des droits de l'homme, on organise des conférences, on prend la parole pour dénoncer des choses, en général, on peut le faire aussi dans ces différents pays. Mais ça, c'est encore... Là, il n'est plus question de projet Erasmus+, c'est vraiment du lobbying en faveur des droits de l'homme, tout simplement. Et du coup, tu avais aussi fait un voyage en Turquie avec des mineurs, je crois. Oui, l'année dernière. Et on était beaucoup plus nombreux, et cette fois, c'était en mixité. Il y avait les garçons dans un autre dortoir et les filles dans un autre dortoir. Donc on avait dans une autre résidence, pardon. Et on était un peu plus nombreux, donc ça s'est hyper bien passé. Mais moi, avec les filles, vraiment, je me suis amusée comme une folle. Surtout eux, ça leur a permis de découvrir un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, de s'éloigner de la sphère scolaire, de la sphère familiale, de tout ce qui peut être un peu anxiogène, de passer un moment en Turquie entre jeunes, bien encadrés, du coup, parce que c'est l'assurance qu'on leur donne, c'est qu'ils ne vont pas, encore une fois, être relâchés dans la nature en plein cœur d'Istanbul. Donc j'étais avec elles. C'est vrai que ça s'est merveilleusement passé. Vraiment, c'était hyper drôle. Enfin, je pense que je me suis autant amusée qu'elle. Tu as des questions? Ouais, alors justement, ma question, grâce à ton association, grâce à COJEP International, tu as pu visiter plusieurs pays, parce que j'ai entendu du coup le Portugal, la Turquie évidemment, mais est-ce que tu en as fait d'autres? Oui, alors... encore une fois, dans ce souci de créer des ponts entre les différents gouvernements, je suis allée beaucoup à New York, après dans le New Jersey. Je suis allée en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Bosnie, au Maroc, au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Enfin, en vrai, on a beaucoup voyagé. Non, mais c'est super bien, ouais. Oui. Je me souviens que tu m'avais raconté que t'étais partie, je crois que c'était au Congo, c'était pour aider, c'est ça? C'était un projet... En fait, il y a le volet d'aide humanitaire, pur et dur, et il y a le volet, encore une fois, diplomatie, lobbying, et en fait, on fait les deux à chaque fois qu'on y va. D'accord. Donc, on a des personnes qui s'occupent de récolter des fonds, de créer des colis d'aide humanitaire, surtout pendant le ramadan. Super bien. Oui, et de les distribuer plus ou moins, à peu près tous, aux orphelinats principalement. Et on a un autre... pôle, moi je fais un peu partie des deux, mais où on est beaucoup plus, encore une fois, en train de démarcher les preneurs de décision pour leur expliquer qu'on a des choses à leur dire, qu'on aimerait bien les connaître,
qu'on aimerait bien être l'intermédiaire entre le gouvernement et souvent la France et la Turquie, donc où les autres pays, où nos autres bénévoles font, existent, vivent et font leur travail. Par exemple, on a une équipe à New York, avec un représentant à New York, lui qui connaît très bien comment ça se passe là-bas au niveau politique. Parce qu'il faut dire que les us et les coutumes, en fonction des États, au niveau politique, elles changent vraiment. C'est-à-dire qu'à l'ONU à New York, on crie des slogans, on fait la fête, on va boire des coups, alors qu'à l'ONU à Genève, on se serre même pas la main. Je veux dire, c'est très très conventionnel. Voilà. Il y a une bonne différence. Voilà, il y a une bonne différence. C'est vrai qu'après les Américains, les Suisses, c'est pas pareil. C'est pas comparable. Ouais. Non, c'est sûr. Du coup, il faut que tu sois profondément adaptable du coup. C'est ça, exactement. Mais du coup, quand la personne qui est bénévole, elle vient déjà de ce milieu-là, c'est d'autant plus facile pour elle. Comme moi, je gère mieux le pôle avec la Turquie vu que je suis d'origine turque. En fait, je parle la langue, donc je connais la culture. J'ai des contacts sur place, une partie de ma famille. Donc ça paraît logique que c'est dans cette branche-là que je m'épanouis un peu plus. J'ai vu à quel point tu étais diplomate de toute façon, que ce soit avec les associations en Turquie, etc. Tu débrouilles sacrément bien. Merci. Non, c'est vraiment impressionnant parce qu'on se connaissait pas avant et vraiment je bois tes paroles. Vraiment. Non, c'est super intéressant de t'écouter, vraiment. Merci. Mais ça, c'est pas les trucs les plus fous que j'ai fait. Hein. Là, on reste hyper politique. Raconte les trucs les plus fous que t'as fait, du coup. C'est l'occasion. Si t'as une idée, vas-y. Hein. Mais là, on rentre dans la partie des anecdotes. Ah, bon, on va faire un petit peu plus tard alors. Parce que du coup, avant, on voulait faire un petit point, je crois, sur les différents moyens de partir, de voyager en tant qu'étudiant. Je sais que tu en connais quelques-uns. Eh bien, comme je vous l'ai dit sur ma fameuse fiche que vous pouvez voir, donc après l'Erasmus+, vous avez plein de choses, Tyler aussi va vous en dire. Vous avez par exemple le programme Vie, la vie comme la vie, c'est super cool. Volontariat international en entreprise. Donc c'est un programme où vous pouvez faire une mission rémunérée, bien sûr, professionnelle à l'étranger, que ce soit technique, scientifique, humanitaire, ce que vous voulez. Si vous remplissez des conditions, si vous avez entre 18 et 28 ans, vous travaillez dans une entreprise française ou étrangère qui travaille pour une entreprise française, j'espère que vous suivez, et une durée de 6 à 24 mois maximum, mais vous avez plein d'informations aussi sur internet et Tyler enchaîne avec... Alors moi du coup je vais vous parler du PVT, je crois que c'est jusqu'à 30 ans ou 31 ans, je me souviens pas très bien, mais c'est un Working Visa Holiday, en fait ça vous permet d'avoir un visa pendant 1 an dans un pays, qui vous permet du coup de travailler et en même temps de rester dans le pays pour le visiter. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça pour le Japon et même avec le Covid ils ont eu la chance de l'avoir un peu étendu. Je sais qu'il y a aussi donc faire une année de césure, ce qui peut permettre de faire un stage, de faire un projet qui nous est très important. Donc après, grâce à une année de césure, on peut directement retourner sur les cours l'année d'après. Il y a aussi du coup la France volontaire, c'est pour faire des volontariats, je crois, que ce soit à l'aspect national mais aussi international. Donc il y a le service civique aussi, qu'on connaît en général pour le national, mais il y a aussi des missions à l'international. Il y a aussi le programme de l'Union européenne qui permet de faire des volontariats ou de la solidarité durant entre 2 et 12 mois. Dans ce cas-là, ça serait donc vos frais en plus seraient pris en charge, vos frais de voyage sont pris en charge. Il y en a beaucoup. Hein. Et il y a en dernier le volontariat de solidarité internationale. À ce moment-là, ça sera donc à l'international et c'est exactement la même chose que le volontariat de l'Union européenne. Et bien sûr, dans tout ça, vous avez des bourses pour les financer et tout. Par exemple, si vous êtes étudiant ici à Lyon 3, il y a une très bonne page sur le site internet, évidemment. On enchaîne ? On enchaîne, bien sûr. J'avais une toute petite question, je suis désolée de te couper. On enchaîne sur la question. Excuse-moi. Tu as fait un Erasmus pendant tes études, du coup ? Non, j'en ai pas fait. Du coup, tu réussis, grâce à ton association, en fait, à combler ce vide-là. Tu aurais voulu en faire ? Oui, j'aurais vraiment voulu en faire. Qu'est-ce qui t'a empêché d'en faire ? Pour être très honnête, j'avais des problèmes de santé qui me demandaient beaucoup de temps. Du coup, tu pouvais pas. Et j'avais pas non plus accès à toutes les informations, je pense. Enfin, c'était pas aussi clair que maintenant. Mais même maintenant, en fait... ouais, alors on est enregistré, donc on va pas dire ce qu'on pense. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très difficile encore d'avoir accès aux bonnes informations, de savoir qu'il existe des bourses pour aider à faire un Erasmus,
être suffisamment encadré. J'ai l'impression que ça se fait pas trop encore pour l'Erasmus, ce qui est dommage parce que clairement ça devrait pas être une option. Je pense ça devrait être une grande possibilité. Ouais. Je sais que par exemple pour l'IAE qui existe ici, donc c'est une école de management de la fac. Il y a une obligation, je crois, de partir soit en stage à l'étranger, soit etc. Et du coup, ils sont bien plus aidés. Et c'est vrai que, enfin, bien plus aidés, je sais pas, je suis pas avec eux, mais voilà. C'est vrai que j'ai l'impression que l'Erasmus, que ça soit dans n'importe quelle fac, que ça soit à Grenoble, à Lyon ou autre, il y a un gros problème pour après, c'est pas comme si le programme avait 30 ans, je crois, il me semble. Ouais. Mais est-ce qu'après, il y a des questions de budget aussi peut-être. C'est peut-être un peu plus délicat dans ce sens-là. Ouais, le budget, non, je vais pas dire ce que je pense. Mais tu peux, hein. Enfin bref. Bon, pour partir sur une note un peu plus rigolote et un peu plus agréable, moi je propose des anecdotes. Ouais, parce qu'on parle de voyage et tout, donc forcément que vous voyagez en France dans le département d'à côté, ça arrive toujours des trucs logiques. Le département d'à côté, c'est ça où t'es allé, toi? Non, mais c'est un exemple de voyage, parce que tu peux voyager au département d'à côté comme tu peux voyager au bout du monde. Dans tous les cas, à partir du moment où tu bouges, il t'arrive des choses. Évidemment, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bah du coup, je te laisse. Non, t'as commencé. Non, vas-y, commence ta première anecdote. Comment c'est Ouais, non, parce que c'est pas forcément la plus marrante, mais quand j'étais petit, c'est triste déjà. Non, c'est pas ça qui est le plus triste, c'est l'anecdote en général. Quand j'étais petit, ma famille et moi, on est partis en Italie, évidemment, à Rome. Et c'était mon premier voyage, il me semble, ou mon deuxième. Enfin, c'était la première fois que je voyage. Et on a perdu nos 4 valises. Voilà. Oh là là. Donc pendant une semaine, voilà. T'avais rien du tout. Et du coup, vous avez fait comment? Je ne sais plus, c'était il y a 15 ans, mais on n'avait plus rien du tout. Non, mais en gros, on n'avait plus rien du tout. Je ne sais plus comment on s'est débrouillé, machin, mais à plus de papier, à plus de vêtements, à plus de trousses de toilette, à plus rien du tout. Et c'était pas hyper long, hein, c'était à Rome. Hein. Je crois qu'on n'a jamais retrouvé. Mais tu sais que moi, on a perdu mon bagage quand j'étais à Kinshasa. Du coup, oui. Et tu les as retrouvés? Oui, on me les a postés jusqu'à devant chez moi. Oh, génial. Ouais. Du coup, t'as fait comment jusqu'au moment où t'as récupéré des affaires? Je me suis débrouillée avec les affaires des collègues. J'allais dire, la valise a plus voyagé que moi. Non, cette fois-ci, pour le coup, j'ai vraiment eu de chance et j'espère que ça continuera, mais je sens qu'en le racontant, du coup, ça va m'arriver. Moi, j'ai jamais eu d'affaires perdues pour le moment. Pourtant, j'ai quand même voyagé un peu loin, mais bon, après, j'avoue, j'ai l'impression que ma valise, elle a jamais été aussi bien traitée que quand je suis partie au Japon. Elle avait rien, pas une égratignure, rien. Je suis retournée dans l'autre sens, elle a été cabossée, etc., parce que j'avais pas fait une escale. C'est pas les aéroports français. Oh là là, impressionnant. Est-ce que tu veux... Moi, j'aimerais ajouter aussi, c'était à l'époque où il y avait des trafics dans les aéroports italiens, pour les plus vieux d'entre nous. Il y avait des trafics à ce moment-là? Ouais, alors, ça remonte, hein. C'était il y a longtemps. À l'époque, c'était connu que les... comment ça s'appelle les gens qui bossent dans les aéroports? Les douaniers? Enfin, les douaniers, en Italie. Bagagistes, merci. Ils trafiquaient les valises des voyageurs et tout. C'était il y a longtemps. Est-ce que tu veux raconter une anecdote? Moi, j'aimerais raconter vraiment l'anecdote dont lequel je suis le plus fière, mais il se passe pas en voyage, en fait, il se passe en France, à Grenoble. C'est gênant. Non, c'est en voyage aussi. Moi, j'ai pas fait d'Erasmus, donc, en tant qu'étudiant. Mais Pourtant, il nous est arrivé des trucs en Turquie. Mais j'ai compensé, du coup, avec toutes les péripéties qui se sont passées à Grenoble. En fait, c'était en plein hiver, une fois, et on s'est rendu compte que dans le parc Paul Mistral, qui était pas trop loin de ma résidence Crous, mais il y avait plein de gens qui dormaient à la rue, mais sous des tentes, en plein hiver en fait. Alors l'hiver à Grenoble, il fait très froid. Ouais. Pour vous dire, parfois quand il y a du vent, j'ai du mal à avancer. Oui. Mais vraiment, c'est Mistral. C'est à cause du Mistral. C'est vraiment dur. Et en fait, il y a un petit groupe d'étudiants qui s'est ligué contre ça et qui ont invité ces gens, dont des femmes enceintes, qui dormaient dans le parc Paul Mistral, à venir squatter un amphithéâtre en fait. À l'UGA du coup. À l'UGA, ouais. Et du coup, ça s'est très mal passé, comme forcément. Vous imaginez forcément. Surtout l'UGA. Et en fait, les étudiants ont été tellement solidaires entre eux qu'en fait, on est passé de l'amphi, on a été cordialement invités de passer l'amphi à une zone comment on appelle ça, désinfectée. Désinfectée? Non. Ouais, désinfectée, ouais. Désinfectée, ouais, qui avait plus de grosses utilités, mais qui avait énormément de salles. Ouais. Donc on a pris nos personnes qu'on voulait absolument aider, on les a déménagées là-bas. Ils sont quand même presque 80 personnes. Donc c'était une grosse organisation.
Et en fait, il y a eu une telle solidarité entre les étudiants, parce qu'au début, c'était la misère, hein, entre la police qui venait faire des fouilles pour chasser les sans-papiers. Alors nous, on devait s'organiser quand il y avait la police, on criait « police », et puis ceux qui n'avaient pas de papier, ils partaient par derrière, en fait. Je sais pas si ce que je dis est très légal, en fait. Maintenant que j'y pense, je me dis réfléchis avant de parler. Donc, c'est nous qui avons des problèmes après. Bon, je les dédouane, ils ne savaient pas, ok. Voilà, j'emporte toute la responsabilité, parce que vraiment ils savaient pas. Hein. Non, je savais pas. Moi je voulais pas savoir ton anecdote avant. Je pense même pas qu'ils voulaient savoir, en vrai, ils voulaient pas savoir. D'avoir l'effet de surprise. Voilà. Et en fait, il y a eu une telle organisation entre les étudiants qu'on se relayait, genre toutes les 12 heures, entre ceux qui n'ont pas cours, ceux qui n'ont pas de travail, pour faire en sorte de créer un périmètre de sécurité pour ces personnes-là. Donc c'est là-bas que j'ai appris déjà à faire à manger avec pratiquement rien. Des ustensiles, bricolés à droite à gauche. Ils nous coupaient constamment l'électricité et le chauffage pour qu'on s'en aille. Ça, c'était hyper difficile. Vraiment, en plein hiver. Enfin, je crois... Ça aussi, c'était peut-être pas légal, maintenant qu'on le dit. Je crois pas, non. Ouais. Pour le coup, et bon, il parlait de questions de maintenance. Mais moi, je suis pas très convaincue que c'était ça. Et en fait, de fil en aiguille, toutes les années, on envahissait en fait l'UJA. Enfin, pour dire non à la... Parce qu'à chaque fois, on avait un délai d'1 an pour que les gens partent, en fait. Et du coup, quand les 1 an étaient écoulés, on avait la panique de se dire, à tout moment, ces gens, ils vont se retrouver à la rue, et en fait, ils n'auront plus d'endroit où aller, en fait. Et du coup, constamment, on faisait des espèces de manifestations pour faire en sorte, toujours pacifiquement, pour faire en sorte que ces personnes, elles ont encore un peu plus de délai. Il y avait une telle organisation qu'on avait parrainé les personnes qui étaient sans papier. Du coup, ils avaient tous un étudiant qui était à charge de l'aider à faire ces procédures administratives, en fait. Il y avait une telle solidarité que ça m'a fait tellement de baume au cœur. Enfin, je me suis dit, en fait, vraiment, ça a forgé, une grosse partie de ma pensée, de ma personnalité, parce que j'étais constamment avec des gens qui étaient là à se sacrifier, qui n'allaient parfois pas en cours, pour que ces personnes-là aient juste la base de ce qui fait qu'on est des humains, c'est-à-dire manger, dormir et rester au chaud. Et souvent, on nous disait, mais vous savez, vous les jeunes, si vous continuez comme ça, vous allez avoir des casiers judiciaires, vous n'aurez pas l'occasion de finir votre cursus, parce que vous êtes trop occupés à aider des gens, mais c'est pas votre rôle. Ça, d'ailleurs, le président de l'époque m'avait dit en face, c'est pas votre rôle ce que vous êtes en train de faire. Mais c'est le rôle de qui à son moment? C'est exactement ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais c'est le rôle de qui? Sachant que le préfet de l'époque, je lui ai dit, normalement c'est lui qui est en charge de tout ça, mais visiblement il le fait pas. Donc nous, en tant que citoyens, on prend nos responsabilités et on va le faire en fait. C'est de la chair de poule. Non, c'est beau, vraiment. C'est vraiment la solidarité étudiante que j'ai vue là-bas, elle m'a formée tout au long de ce que j'ai fait après, en fait. C'est pour ça que les gens qui sont un peu pessimistes pour l'avenir, je leur dis, je ne suis pas du tout. Enfin, j'ai vu de mes propres yeux ce que l'humain peut faire de bien quand vraiment il est décidé à faire quelque chose de bien. Oui. Donc, je conclurai sur cette note. Putain, c'est beau. C'est magique, vraiment. Merci. Non, mais c'est impressionnant. Et puis surtout, ça montre à quel point les étudiants, malgré leur peu de moyens, peuvent faire quelque chose. C'est ça. Sachant, encore plus positif, la plupart ont intégré l'UJA, ont eu leur diplôme, et la plupart sont aujourd'hui naturalisés. Donc, pour vous dire, peut-être pas naturalisés, mais en règle. Pour vous dire que ça a vraiment bien avancé, ça a servi. Et encore aujourd'hui, le squat existe et il est complètement autogéré. Franchement, il faudrait faire un film de l'histoire du patio solidaire, parce que vraiment, ça donne la chair de poule tellement c'est là-bas que j'ai appris, entre guillemets, à être quelqu'un de beaucoup plus humaine. Mais je pense que c'est important, et en vrai, je pense que les facs, pour le coup, elles devraient mettre plus le point sur ça. Oui. Parce que justement, quand t'es étudiant, c'est là que tu formes ta personnalité, que tu formes qui tu vas être, etc. Et pour revenir au voyage, en vrai, c'est exactement les mêmes termes, quoi. Ça rentre dans le thème. Ouais. On voyage pour former notre personnalité, pour découvrir d'autres choses, pour devenir plus humain, parce qu'en fait, on reste dans notre petite bulle de confort, on a l'habitude d'avoir tout ce qu'on veut à l'instant T, et puis tu te rends compte que la personne qui est juste à côté de toi, dans l'autre pays à côté, elle n'a pas forcément la même chose, et pourtant, elle vit tout aussi bien. Même dans le département à côté, ça marche aussi. Bien sûr, mais t'as voyagé, t'es sorti de ta zone de confort, t'as fait d'autres choses, c'est la même chose. Du coup, moi, c'est très différent. Non, vas-y, continue. Du coup, mon anecdote, ça s'est passé du coup au Japon.
Donc je suis allée en mars 2020, donc début Covid. Vraiment les premières semaines. Ah oui, je m'en souviens. Les premières semaines où on s'est dit bon bah on y va. Moi j'hésitais vraiment à y aller déjà. J'étais pas sûre de moi. D'ailleurs t'as eu un article dans le journal. Hein, ouais j'ai lu un article à cause de ça parce que du coup j'étais une Française bloquée au Japon. Génial. Mais en vrai j'ai adoré. Bizarrement j'ai adoré être bloquée là-bas. C'était très angoissant et ne pas comprendre la langue quand dans des moments comme ceux-là c'est terriblement angoissant, mais à la fois j'ai adoré parce que du coup j'ai eu le Japon que pour moi, enfin Tokyo que pour moi parce que du coup pour bouger c'était un peu compliqué. Et du coup moi mon histoire donc ça se trouve là-bas, donc j'étais bloquée au Japon à cause des frontières qui se sont fermées une semaine après que je sois arrivée. Et vu que moi à ce moment-là je vivais en Espagne chez ma famille et que j'ai pas encore la nationalité espagnole, bah du coup je pouvais pas rentrer. Et en France j'avais personne. Du coup j'étais un peu en mode bon bah, on va rester là le temps qu'il faut. Moi de base je voulais rester 2 mois, je suis restée 6. Ah oui 6 mois. C'était un peu long et du coup en fait le Japon c'est assez on se sent assez bien, on se sent bien en sécurité pour le coup, bien plus qu'en France. Après en tant que femme c'est toujours très différent, même si les gens disent que le Japon est le pays le plus sécuritaire au monde, ça dépend. Mais moi j'avais quand même pris l'habitude de sortir à 4h du matin parce que bon à 4h du matin il fait quasiment jour. Parce que forcément on a pays du soleil devant, donc ça se lève beaucoup plus tôt que nous. Et ça son nom. Bah oui, du coup, et bien sûr il se couche plus tôt aussi, à 17h il fait déjà nuit quasiment, c'est chiant, en tout cas en hiver. Et du coup j'étais donc à 4h du matin dans la rue etc, en train de me promener parce qu'il faisait bon, il faisait beau etc, puis je sais pas. Puis je vois une petite allée, et donc je me dis, franchement cette allée-là, en France, vu comme elle est, j'y serais pas allée. Il y avait un problème de lumière, la lumière elle clignotait. L'ambiance un peu flippante, où à 4h du matin tu te dis pourquoi je suis là, tu vois. Et vraiment je me dis, et puis en plus il commence à pleuvoir, il commence à avoir des petits bruits de tonnerre, etc., d'éclairs. Je fais ouais, cette rue-là quand même, elle fait pas confiance. Et je fais ouais mais bon je suis au Japon, ça passe. Franchement en France, coupe-gorge, j'y vais pas. Et là j'y vais. Puis je commence à marcher, puis je sens une présence derrière moi. Et je me dis, bon, ok, et je commence à tourner un petit peu ma tête. Bon, je suis pas trop non plus, je suis au Japon. Puis je vois un monsieur derrière moi qui a l'air imposant, qui fait bien peur, un peu yakuza, tu vois, pour le coup, avec les tatouages, etc. J'imagine. Et du coup, je suis un peu en mode, merde, ça fait flipper, je fais quoi? Et donc j'accélère, et il accélère. Je suis, oh mon Dieu. Donc je commence à peur. Vraiment, c'est le moment où tu te dis, ça craint, je suis en danger. Et en fait, c'est tellement ils n'ont pas l'habitude de cette sensation. Ça lui a même pas venu à l'esprit qu'il pouvait faire ça en fait. Et j'ai adoré, c'est une petite anecdote, il m'est arrivé des trucs bien pires. Non mais c'est un bon exemple. Mais je trouve ça drôle. Ouais, carrément. J'en profite, j'ai un petit message personnel, je fais un coucou à Solène, que j'embrasse très fort, qui est en train de me regarder. Bisous. Voilà. Bon bah du coup, est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou... Ah j'ai raconté la mienne, non là, voilà. Ah bah il faut un peu plus de voyager du coup. Pour le coup, j'aimerais bien qu'on voit que j'espère que vos voyages, vous en referez. Que ça soit quel voyage vous avez prévu aussi d'ailleurs cet été peut-être, je sais pas. Bah nous là on travaille sur des projets Erasmus+ pour cet été justement, donc s'il y a par hasard il y a des étudiants qui veulent postuler et tout, tu vas avoir plein de demandes. Tu vas avoir plein de demandes. Bah éventuellement je suis accessible sur Insta, TikTok, Facebook. Tu fais ta promo. Non en plus j'ai pas beaucoup de followers ou quoi, hein. C'est juste pour vous dire que je suis facilement joignable, tu vois. Et on est en train de développer des projets en échange des Erasmus+ avec l'Afrique du coup. Donc ça c'est pas encore fait mais ça va se faire. Où ça en Afrique? Principalement au Congo, pour commencer au Congo sûrement, les deux, Kinshasa et Brazzaville. Ok. Et du coup toi tes projets de voyage, si c'est pas une question compliquée. Non vas-y commence. Non, moi en ce moment je suis en train de me battre un petit peu pour l'Erasmus, pour partir le semestre prochain, enfin en Master 2. Bon, pour le moment j'ai eu beaucoup de refus parce que l'audiovisuel c'est compliqué à ce qui paraît. Là, aussi avec l'audiovisuel de compliqué. Voilà, on propose Greensboro du coup en Caroline du Nord. C'est possible, il y a les cours etc. C'est juste que même si les bourses ça aide, c'est quand même un budget de 1250 € à avoir sur son compte en septembre. Donc bon, en tant qu'étudiant, c'est dur. Et sinon, ils me proposent du coup l'Amérique du Sud, vu que je suis espagnole à moitié. Du coup, ils me disent l'Amérique du Sud, ça pourrait être totalement un choix. J'avais pas pensé jusqu'à maintenant, et là, je suis en train d'y réfléchir. Ça pourrait être une bonne possibilité. Quand même, ouais, pour le coup, ça serait même bien plus dépaysant, je pense, que
que l'Amérique, Clairement. même si l'Amérique c'est très cool, mais je sais pas, pour voyager en Amérique du Sud, ça me fait bien envie quand même. Ouais, moi Ça c'est dépend ça. où en Amérique du Sud, parce que c'est varié. Bah Oui, là, ça, il faut que je regarde déjà les universités, parce que c'est le truc du moment. Mais j'avoue, j'ai des amis en plus là-bas, pour le Du coup. J'ai de la Pérou, famille tu me aussi. parlais Ouais, Pérou, Ouais. j'ai une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée au Japon, du coup. Et ouais, Vous êtes rencontrés au Japon? Oui, Alors, on s'est rencontrés. de Pérou, C'est ça. c'est drôle. Ouais, mais de toute façon, j'ai rencontré beaucoup d'Amérique des latino-américains là-bas. Et c'est pour ça, de toute façon, ma famille vient d'Amérique du Sud, donc ça serait peut-être bien que je retourne sur mes terres, on va dire. Ouais, carrément. Et du coup, toi Alors, le voyage Erasmus que je devais faire et dont je rêvais, il y a un indice dans le décor qui est juste là. Voilà, le petit indice, mais je bon. devais aller là, mais je n'irai pas, ou alors pas tout de suite. Pourquoi? C'est compliqué. il faut avoir 79 au TOEFL. Ouais. Mais le TOEFL, 61. c'est particulier. Moi, j'ai eu C'est 79 au TOEFL, mais le bon, je peux pas quand même. Ouais. Après, c'est des histoires compliquées. C'est compliqué. D'accord. C'est pas marrant, et puis voilà. Mais du coup, t'as prévu des voyages cet été ou pas, au final Peut-être un crochet en Italie, même sûrement un crochet en Italie. Je sais pas où encore. Peut-être Pas trop loin. La Sardaigne, peut-être, pourquoi pas. Et du coup, en Erasmus, tu changes de terme ou pas Difficile. même pas d'idée Non, c'est pas les idées qui manquent, c'est les choix qui vont me rester. Ok. Ouais. Voilà. Je comprends. Et du coup, toi, tu pars cet été en dehors de la Turquie, si ça se fait, tu pars ailleurs Soit en Afrique, soit en Turquie. Ok, Cool. plutôt bien. Super bien. Est-ce qu'on passerait pas aux questions Ouais. J'étais en train de voir ça justement avec notre modérateur Lucas Chevalier, que j'embrasse aussi. Bisous. Est-ce qu'il m'a envoyé des questions à vous transmettre? Oui, il nous a envoyé. Il l'a envoyé où La seule question qu'on a pour le moment, ça va. C'est tout Quel est le pays qui vous fait le plus rêver de la part de Mec Trop Cool le Boss? Alors, Le pays qui me fait le plus rêver. je vous laisse commencer à répondre parce que je gère aussi avec lui. Le pays qui te fait le plus rêver. T'as une idée ou pas En particulier, là, je voudrais aller dans un endroit où on fait les meilleurs sushis. Genre, Japon. voilà, ouais. Tu voudrais partir au Japon du coup Ouais. Bah viens, on part ensemble. Bah, où ça au Japon? Pardon? Où ça au Japon? Bah, j'aime bien toutes les petites provinces, pas forcément les grosses villes et tout, Ouais. mais où ça reste très traditionnel, avec des trucs encore bien artisanal, des paysans. Ça, j'adore. Franchement, je pense que là-dessus, tu seras comblé. Et toi, du coup Bah non, toi, avant. Moi, revenons au Japon. Pour le coup, le pays de mes rêves, je crois que ça reste le Japon. Si j'avais pas eu mon chien, je serais restée là-bas, c'est sûr. La Corée du Sud, peut-être au moins voir la Corée du Sud. C'est Oui, vrai c'est que vrai. en fait, toute l'Asie est un continent qui me C'est vrai que fascine. maintenant que tu le dis, ouais. Après, c'est pas loin. Hein. Franchement, je crois que c'est moins d'1 heure en avion. On vient même un ferry. Entre le Japon et la Corée du Sud, c'est très facile d'y aller. Ouais, après, il faut déjà aller au Japon. Et après, tu vas en Corée En du fait, Sud. c'est Déjà. faisable. Hein. C'est pas Tout est compliqué. faisable dans la vie. Et du coup, toi, ce serait quoi Alors, la part liste est l'Italie. longue, moi. À part l'Italie. Non, mais découvrir un pays qui me ferait envie, il y en a beaucoup. Ouais, après, il y en a Ouais. toujours beaucoup. Vas-y, choisis. Non, mais il y en a beaucoup. T'as par exemple l'Argentine, pourquoi pas. Découvrir les États-Unis aussi, pourquoi pas. Ouais, à ce moment-là, c'est Un peu tout le cliché. de terre que tu as commencé à faire choix. Bah, presque. Toute l'Asie, non Pourquoi pas aussi. Ouais, presque tous les endroits. Je pourrais trouver un pays dans tous les continents qui me ferait clairement, envie. moi aussi. Voilà. Puis tu sais, ce qui est magique, je trouve, c'est vraiment ce sentiment de partir. Ouais. Et puis ce sentiment d'arriver dans un endroit où tu connais rien, en fait. C'est ce sentiment, j'adore. Peu importe où, finalement, que ce soit à côté ou très loin. Juste le fait d'être complètement dépaysé, d'en avoir plein les yeux et tout. Ouais. L'ambiance aéroport, déjà. Ouais, Dès que t'arrives à l'aéroport, t'es content. c'est sûr. J'ai une autre question du live, c'est quel est le pays que vous détestez le plus, possiblement envie de le détruire? C'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent, là, quand même. Voilà, ouais. Le pays que je déteste le plus, la Corée du Nord. Tiens. Non, mais coup. c'est une réponse facile, Bah ça. ouais, mais c'est vrai. Oui. Et puis même pas. Je dirais, il y a peut-être un côté un peu mystérieux en Corée du C'est Nord, ça. un petit peu, je trouve. Non, ça me fait juste pas envie, ça m'angoisse. Ouais. Après, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en Il n'y a prie. pas de pays que je déteste en particulier, mais en tant que femme, il y a des pays où j'irai pas seule. Mais tu peux pas, en fait. Du coup, ça, je trouve, c'est dommage et c'est handicapant. Mais faux, c'est la vérité. Enfin, il y a des pays où je m'aventurerais pas y aller toute seule.
Mais ça, je suis totalement d'accord. Pour le coup, c'est... Même en groupe de femmes. Après, peut-être que c'est moi qui est trop craintive, trop... Je pense pas. Je sais pas, mais... Ça peut s'entendre et se comprendre. Tu sais que même moi, là, pour l'Amérique latine, alors que de toute façon, enfin vraiment, ma famille vient de là-bas, etc. J'ai énormément d'amis, de famille là-bas. Bah, même moi, l'Amérique latine, je me dis, mais à quel endroit je vais en tant que femme pour pas avoir de problème? Et même si j'appelle ma copine, elle me fait non mais tout va bien là-bas, bon tu sors pas ton téléphone et puis c'est bon. Mais en vrai j'ai quand même eu le besoin de lui poser la question en lui disant qu'est-ce qui craint le moins. Et c'est ça le plus vaste, l'Amérique latine, ça va du Mexique au sud de l'Argentine. Mais clairement. Bah, c'est magique là-bas, moi je veux y aller. Mais ouais, je peux comprendre cette sensation de... En fait, en plus c'est injuste quoi. Ouais. Bah après, je suis d'accord qu'il y a du bon et du mauvais partout, bien sûr. C'est juste qu'il y a certains pays, j'ai un peu plus d'a priori. Oui, c'est humain. Ouais. Mais peut-être un pays que vous avez moins aimé parmi tous ceux que vous avez visités. Moins aimé, est-ce que c'est possible? Non, vraiment, j'en ai pas. Le moins aimé? Le pays où peut-être on a eu le plus de péripéties. Genre. Moi, j'en ai un, par exemple. Bien farfelu. J'ai visité Gibraltar, par exemple. C'est considéré comme un pays. Je crois que c'est le plus exotique que j'ai vu, Gibraltar. Tu vois, tout le monde n'y va pas forcément. En vrai, c'est un duty free en pays, quoi. C'est genre les clopes et le parfum étaient moins chers et c'est tout. Ouais, quoi que vous le dites maintenant, Dubaï, ça m'intéresse pas du tout, par exemple. C'est trop matérialiste, on te vend beaucoup du rêve et c'est pas forcément ce que je cherche. Moi, j'aime bien les cauchemars. J'ai une autre question du live, et j'ai perdu mon live. C'est qu'est-ce qui vous donne envie de voyager, je crois? Tu peux me... Alors, ça va faire les gens associables sur leur téléphone, mais on gère vraiment le live. Ouais. Ils sont très sérieux dans la vie de tous les jours. Moi, plus que lui. Ouais. Mais je crois que c'est ça, c'est qu'est-ce qui vous donne envie de voyager? Moi, j'ai un décalage. Est-ce qu'on peut avoir... Mais t'as la même question aussi ou... Ouais, du coup, on est sur... En fait, on nous les envoie, là. C'est plus simple, comme il y a un décalage. Alors, première question, Doudou. Est-ce que tes voyages t'ont influencé? Comment? T'as quand même répondu à ça. Ah oui, il y en a pour tout le monde. Tyler, pourquoi le Japon? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas là-bas? Ok, vas-y, toi, encore première fois que je réfléchisse, moi. Du coup, c'est quoi la question pour Doudou? Est-ce que tes voyages t'ont influencé? Et tu as répondu? Oui, du coup. Ouais. Et moi, en quoi je m'attendais pas au Japon? En vrai, je sais. Ça va les private jokes? Non, il y a une question pour moi de quelqu'un, mais j'y répondrai après. Et elle se reconnaîtra un petit peu. Genre, qu'est-ce qui m'a choqué plutôt? Ouais, ce qui t'a surpris? Vraiment l'aspect safe, vraiment. Enfin, ils laissent leur téléphone, leur monnaie, leur sac. En Corée, c'est comme ça aussi. Et ouais, c'est ça. Et ils partent aux toilettes et genre juste ils vont commander, ils laissent leur téléphone, etc. Il y a personne qui vole. Ça, c'est impressionnant. Enfin, on ne peut pas faire ça ici. Et même la propreté, je savais que c'était propre là-bas, mais il y a rien par terre. Puis ouais, je sais pas. Ouais, c'est vraiment. Enfin, tout m'a choqué, je crois. C'était tellement différent de ce dont on a l'habitude. Et ah oui, ce qui m'a le plus choqué, je pense, c'est les Japonais complètement sous le coucher en plein milieu de la ville, comme ça, genre vraiment sur un passage piéton, ils s'endorment, ils bougent pas, il y a personne qui les embête, et puis personne les vole, etc. Puis ça, c'est pas possible, ça. Genre vraiment, à 5h du matin, t'as les personnes qui nettoient, qui les poussent en mode allez, rentre chez vous, allez, rentrez. Ça, c'était impressionnant, je pense. Et la troisième question, elle était pour moi, sur l'Italie, est-ce qu'il y a des clichés qui sont vrais? Il y en a peut-être un, c'est que tu peux négocier les prix. Enfin, pas partout, mais genre sur les marchés et tout, ça c'est vrai. Si tu sais bien parler et tout, c'est un peu de chat, tu peux. Ok. Voilà. Et une question, je crois, c'était qu'est-ce qui vous donne envie de voyager du coup? Je sais pas si on a les mêmes. Ah. Et la question de Fallon, elle se reconnaîtra, je lui fais des bisous encore une fois. Mes tiramisu sont très bons. C'est juste toi qui as des goûts de merde. Enfin bref. Ça règle ses comptes dans le live, voilà. Ça devient n'importe quoi. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Très honnêtement, moi je viens d'une communauté où quand t'es une femme,
t'as pas forcément beaucoup de prérogatives pour voyager. J'ai pas forcément eu l'occasion de voyager en dehors de la Turquie, bien sûr. Et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis dit, là, je veux partir avoir des aventures comme Tintin, un peu, tu vois, genre Doudou voit les pyramides, tu vois, genre Doudou en Amazonie, en train de chasser des tigres et tout. Tu vois, j'avais ce besoin d'aller, de voir que le monde est grand. Et par contre, j'ai bien compris que c'était un privilège de français, ça. Hein. Oui. Parce que vraiment, il y a énormément de pays où j'ai pas dû avoir de visa. Enfin, ou si j'en avais un, il était achetable genre en 3 minutes sur Internet. Enfin, je me suis rendu compte que les personnes sur place, eux, n'auraient jamais la chance de voyager comme je le fais. Et je me suis dit, ah, c'est horrible. Et puis tu culpabilises un petit peu, tu vois. Mais bon, il faut suffire des visas. Voilà. Moi, j'ai déjà eu ça, mais par contre, c'était plus dans le côté on a que ça comme visa. Parce que du coup, j'avais regardé une vidéo, je sais plus où en fait, ils montraient quels sont les pays qui ont le plus de visas, genre les citoyens. Ouais. Je crois que c'était la Suisse et, forcément. Et je sais plus, peut-être Hong Kong ou un truc, j'en sais rien. J'avoue, je vais pas dire de bêtises, mais je me souviens qu'ils avaient beaucoup plus de visas aussi facilement où ils pouvaient rentrer où ils voulaient. Peut-être Corée du Sud, je crois. Ouais. Où ils voulaient. Et moi, j'étais en mode, on a que ça, tu sais. Alors qu'en vrai, c'est vrai que quand tu te rends compte que même juste la Turquie, tu m'expliquais, peut-être c'était compliqué de eux venir en France ou tout dans ce style-là. Ah oui, parce qu'en Turquie, tu peux y aller sans passeport avec une simple carte d'identité française. Ouais. Alors, je vous assure que le chemin inverse, il n'est pas du tout aussi facile pour les Turcs. Il n'y a pas besoin de passeport pour la Turquie. Je savais pas. Juste une carte d'identité valable, enfin valide. Ok. Ouais. Mais par contre, ils demandent le passeport quand t'es turc, ils demandent le passeport et la carte d'identité française. Non, même pas. Moi, soit parfois, je sais que par exemple, mon passeport turc avait expiré, et du coup, je suis allée avec ma carte d'identité française, et ça s'est très bien passé. Après, ils ont compris que j'étais turque. Mais... Oui. Mais ouais, il y a plein de pays comme ça où vraiment, en tant que Français, tu peux t'épanouir, ce qui n'est pas le cas dans le sens inverse. Et ça m'a toujours touchée en fait. Ça m'a toujours atteint. C'est vrai que c'est vraiment facile. Moi, je sais que pour le Japon, c'est 3 mois en tant que touriste. Et avec le Covid, c'était reconductible. Bon, il fallait payer 40 €, je crois. Ah ouais, pour le visa ? Ouais, pour 3 mois de plus. Et puis en vrai, mais c'était reconductible pendant toute la période du Covid. L'Australie, je crois que ça compte 300 ou 400 de plus pour 3 mois. Ah ouais. Pareil pour l'Amérique en tant que visa étudiant, par exemple. Enfin, c'est des trucs administratifs. Enfin, voilà. Du coup, les questions ? Les questions, tout à fait. Il y en a d'autres, évidemment. On est bombardé de questions. Merci à vous encore d'interagir dans le chat. Je suis en train de combler. On a des questions plus perso, genre ça avance les stages ? Ah. Ça avance. Mec trop... Est-ce qu'il y a un pays que vous... Ah oui, non, ça, on l'a déjà répondu. Qu'est-ce qui vous donne envie de voyager ? Et c'est tout comme question. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, c'était pas mal. Et toi, t'as répondu sur qu'est-ce qui te donne envie de voyager ? Qu'est-ce qui donne envie de voyager ? Ah, j'ai pas répondu, je crois. Ouais, je crois que t'as pas répondu. C'est intéressant. Je sais pas, peut-être déjà sortir de sa zone de confort, ce privilège-là, je le prends aussi, pour le coup. Je pense qu'en tant que femme, c'est très important. J'arrive pas encore à mettre des mots dessus, mais je sais que c'est primordial. Et qu'est-ce qui me donne envie de voyager ? Juste de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer des personnes qui vivent différemment, qui n'ont pas forcément la même mentalité que moi, qui du coup ça fait forcément évoluer. Puis ça me fait évoluer, ça me fait grandir, ça m'enlève de cette zone de confort où pour moi tout est acquis. En tant que Française, et ça je trouve ça triste de penser comme ça, et c'est vrai que c'est bien de se prendre une petite baffe de temps en temps et de se rappeler qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Et Mais je crois que toi aussi t'as pas répondu aussi. Non. Certes, j'enchaîne justement, transition. C'est vrai que on a aussi une chance en tant qu'Européens plus largement, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de visa pour voyager où tu veux en Europe. Et disons que quand on est européen, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même une certaine chance, je trouve. Parce que ça facilite en plus. Mais juste en Europe, on a une grande facilité quand même. Par exemple, là, on est à Lyon, genre tu fais 1h30 de route, t'es en Suisse. Facilement, t'as juste une frontière avec des barrières à traverser et tu peux voyager un petit peu. Enfin, c'est cool. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de voyager ? Enfin, qui m'a donné l'envie de voyager, ce serait plus mes parents quand même. Parce que quand j'étais petit, c'est eux qui m'emmenaient avec eux, logique. Mais en vrai, c'est moi, c'est pareil, c'est ma mère.
Je pense que l'éducation qu'on donne aux enfants, et ça aide beaucoup. Et quand t'as pas forcément cette éducation-là, c'est différent, mais je pense qu'il faut se bousculer un petit peu, justement. Je pense que, justement, si t'as pas cette éducation-là, la prendre par toi-même pour te rendre compte en fait, t'apprendras forcément plein de choses sur toi et tu te rendras vraiment compte de qui tu es en voyage, bien plus que quand t'es dans ta routine. D'accord. Surtout quand t'es seule, en fait. C'est ça. Quand tu voyages seule, comment ça te met face à toi-même, c'est dingue. Ouais. Enfin, à partir du moment où tu vas au restaurant tout seul, tu te dis, je suis capable de tout. Mais même aller à Tokyo toute seule, ça demande tellement de courage. Mais j'avais une de ces peurs. C'est vrai? Non, mais j'étais terrorisée. Moi, je disais à ma mère, j'y vais pas. Pourquoi j'y vais, en fait? C'était le voyage de ma vie, c'était l'envie que j'avais depuis des années. Et vraiment, je me suis pas rendu compte, en fait, tout le temps qui passait. Alors, je les ai pris 6 mois en avance, mes billets quand même. Puis, au bout de il me restait 3 jours, je fais, mais pourquoi j'y vais? Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je pars 2 mois? Mais vraiment, j'étais en mode, je comprenais pas. Toute seule, surtout. Mais non, mais je voulais pas y aller. Je disais à ma mère, je voulais pas. Quand t'as acheté ton billet d'avion, là, t'as quand même un pied dedans. Non, même pas. En fait, c'était genre, je me rendais pas compte de ce que je faisais. Ouais. Pour moi, c'était comme si je partais, je sais pas, en Espagne ou juste à Nantes à côté, quoi. C'était vraiment, ça m'a pas du tout, j'ai pas du tout percuté du truc que je faisais. Et puis, je me suis dit, en fait, je comprends même pas la langue. J'ai fait quoi? J'ai fait 1 an de japonais dans ma vie. Je sais juste dire bonjour, c'est génial. Et c'est vrai que j'y suis allée en reculons. C'est-à-dire que je me disais, ma mère m'a dit, tu fais ce que tu veux, je m'en fiche des billets, tu fais ce que tu veux. Et je me souviens vraiment de prendre le tram, de dire j'y vais pas. De prendre le train, j'y vais pas. D'arriver à Madrid pour aller à l'aéroport, j'y vais pas. Arriver le lendemain, donc rester la nuit, prendre mon passeport, etc. Rester la nuit à Madrid, me dire j'y vais pas, j'ai pas dormi de la nuit. Impossible de dormir. Parce que je voulais pas y aller. Et donc, parce que t'étais toute seule ou parce que tu... Ouais, il y avait donc le Covid qui commençait, donc je savais pas ce que je faisais. Et puis mais l'hésitation, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, en fait? Pourquoi j'y vais? Ça me sert à quoi? Et vraiment, mais vraiment, je me rappelle d'être en train de passer à la sécurité, de me dire j'y vais pas, dans l'avion, me dire j'y vais pas, je peux partir encore. Descendez-moi. Mais le problème est vraiment, j'ai vu le mont Fuji de l'avion, j'ai mis un pied, je me suis mise à pleurer, j'étais tellement heureuse d'être là. Et mais même pendant l'avion, je voulais pas rester là, en fait. Mais à partir du moment où j'ai mis un pied dans le pays, j'étais en mode je voulais pas partir. Et pour le coup, c'était plus difficile de partir que d'y aller. Et vraiment. Et puis je me rends compte à quel point ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. Et ouais, même en termes de confiance en soi, tu vois, parce que tu te dis, je peux me débrouiller, c'est cool. Tu peux aller au restaurant tout seul. C'est rien, mais c'était ce qui me faisait le plus peur. C'est à 20 ans, 21 ans, c'est ce qui me faisait vraiment le plus peur, je crois. Mais je pense que c'est important, ouais. En résumé, si vous avez des gosses, emmenez-les en voyage. C'est important. Non, mais ouais, même sans perdre leur bagage. C'est ça. Mais évidemment. Après, si vous n'avez pas la chance d'y aller à cause de votre famille, faites-le vous-même. En fait, vivez d'autres choses, vivez des anecdotes. Enfin, dans tous les cas, vous n'allez jamais le regretter, je pense. C'est ça. Ça vous forcera. Et si même ça, vous pouvez pas le faire, la morale de toute cette histoire, ça serait aller vers les autres, en fait. Parce que vous pouvez apprendre via leur vision du monde, via leur culture. Et ça, c'est déjà un voyage aussi. Comme ça, à Grenoble, c'est impressionnant. Enfin, je pense. Tu vois, je suis fière de ça. Non, mais c'est. J'ai pas de maison. Moi, je suis tellement fière. Enfin, juste de t'entendre, de te dire que t'as fait ça, c'est magique. Mais tu vois, en termes de valeurs, ça m'a tellement apporté que vraiment, je conseille à tout le monde de s'impliquer dans le monde associatif. Je pense que si vraiment on peut retrouver foi à la politique et à l'administration en général, c'est d'en faire directement partie, en fait. C'est déjà un voyage en lui-même, du coup. C'est plein d'apprentissages, plein de voyages. C'est hyper... du coup, on finit sur une touche philosophique un petit peu. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va conclure. Parce que ça fait déjà 1h30, voire plus, je sais plus, je sais pas compter. Je te remercie, Doudou Keles, de nous avoir accordé ce temps, vraiment d'être venu de si loin. C'est gentil. Et j'espère que l'association Locojet va continuer à évoluer, à grandir. Et je remercie du coup mon cher collègue présentateur Mathieu et bien sûr la régie, donc Nathan, Lorraine, Lucas qui nous aide aussi. Et on pense à Thomas. Et à Thomas. On remercie aussi notre professeur Monsieur Bocquier qui nous a donné cette opportunité-là. Et merci à vous d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez appris certaines choses qui vous ont touché et aussi qui ont permis de vous faire, voyager un petit peu. Voilà. Et une dernière dédicace à Solène que j'embrasse encore. C'est fou ça. Elle me manque fort. Tu veux faire Solène en fait? C'est notre une amie, non? On verra ça après. Tu veux peut-être remercier quelqu'un? C'est des messages à faire passer. En tout cas, merci pour tout. Merci à tous. Ouais, bisous. Je sais pas si...